s'échappant pour aller déjeuner ou dîner à Argenteuil, à Bougival, à Masson, à Passy, passant des heures dans un bateau à cueillir des fleurs le long des berges. Elle adorait les fritures de la Seine, les quibelottes et les matelotes, les tonnelles de cabaret et les cris des canotiers. Il aimait partir avec elle un jour clair, sur l'impériale d'un train de banlieue et traverser, en disant des bêtises gaies, la vilaine campagne de Paris, ou bourgeonne d'affreux Charles et Bourgeois. Et quand il lui fallait rentrer pour dîner chez Madame Walter, il haïssait la vieille maîtresse acharnée, en souvenir de la jeune qu'il venait de quitter et qu'il avait déflorée ses désirs et moissonné son ardeur dans les herbes au bord de l'eau. Il se croyait enfin à peu près délivré de la patronne, à qui il avait exprimé d'une façon claire, presque brutale, sa résolution de rompre quand il reçut au journal le télégramme l'appelant à 2 heures rue de Constantinople. Il le relisait en marchant. Il faut absolument que je te parle aujourd'hui. C'est très grave, très grave. Attends-moi à 2 heures rue de Constantinople. Je peux te rendre un grand service. Ton amie jusqu'à la mort, Virginie. Il pensait, qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette vieille chouette? Je parie qu'elle n'a rien à me dire. Elle va encore me répéter qu'elle m'adore. Pourtant, il faut voir, elle parle d'une chose grave, très grave, et d'un grand service, c'est peut-être vrai. Et Clotilde qui vient à 4 heures. Il faut que j'expédie la première à 3 heures au plus tard, sacristie, pourvu qu'elle ne se rencontre pas. Quelle rose de femme! Et il songea qu'en effet, la sienne était la seule qui ne le tourmentait jamais. Désolée, il y a mon amoureux qui crie un peu en bas. C'est le match de foot. Je sais plus ce que je lis. Ah oui, qui ne la tourmentait jamais. Elle vivait de son côté et elle avait l'air de l'aimer beaucoup, aux heures destinées à l'amour, car elle n'admettait pas qu'on dérangeât l'ordre immuable des occupations ordinaires de la vie. Il allait, à pas lents vers son logis de rendez-vous, s'excitant mentalement contre la patronne. Ah, je vais la recevoir d'une jolie façon, si elle n'a rien à me dire. Le français de Cambronne sera académique auprès du mien. Je lui déclare que je ne fiche plus les pieds chez elle d'abord. Et il entra pour entendre Madame Walter. Elle arriva presque aussitôt. Et dès qu'elle eut aperçu. Ah, tu as reçu ma dépêche. Quelle chance! Il avait pris un visage méchant. Parbleu, je l'ai trouvé au journal au moment où je partais pour la chambre. Qu'est-ce que tu me veux encore? Elle avait relevé sa voilette pour l'embrasser, et elle approchait avec un air craintif et soumis, de chienne souvent battue. Comme tu es cruel pour moi, comme tu me parles durement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne figures pas comme je souffre par toi. Il grogna. Tu ne vas pas recommencer. Elle était debout tout près de lui, attendant un sourire, un geste pour se jeter dans ses bras. Elle murmura. Il ne fallait pas me prendre pour me traiter ainsi. Il fallait me laisser sage et heureuse comme j'étais. Te rappelles-tu de ce que tu me disais dans l'église? Et comme tu m'as fait entrer de force dans cette maison. Et voilà maintenant comment tu me parles, comme tu me reçois. Mon Dieu, que tu me fais mal. Il frappa du pied, et violemment. Ah, mais zut, en voilà assez. Je ne peux pas te voir une minute sans entendre cette chanson-là. On dirait vraiment que je t'ai prise à 12 ans et que tu étais ignorante comme un ange. Non, ma chère, rétablissons les faits. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Tu t'es donné à moi en plein âge de raison. Je t'en remercie et j'en te suis absolument reconnaissant. Mais je ne suis pas tenue d'être attachée à ta jupe jusqu'à la mort. Tu as un mari et j'ai une femme. Nous ne sommes libres, ni l'un ni l'autre. Nous nous sommes offerts un caprice, ni vu, ni connu, c'est fini. Elle dit. Oh, que tu es brutal, que tu es grossier, que tu es infâme. Non, je n'étais plus une jeune fille, mais je n'avais jamais aimé, jamais failli. Il lui coupa la parole. Tu me l'as répété. Tu me l'as déjà répété 20 fois, je le sais. Mais tu avais 2 enfants, je ne t'ai donc pas défloré. Elle recula. Oh, Georges, c'est indigne. En portant ses 2 mains à sa poitrine, elle commença à suffoquer avec des sanglots qui lui montaient à la gorge. Quand il vit ses larmes arriver, il prit son chapeau sur le coin de la cheminée. Ah, tu vas pleurer, alors bonsoir. C'est pour cette représentation-là que tu m'avais fait venir. Non, non, elle vient
surpris par hasard hier soir quelques mots de mon mari et de la Roche. Il ne se cachait pas beaucoup devant moi d'ailleurs. Mais Walter recommandait au ministre de ne pas te mettre dans le secret parce que tu dévoilerais tout. Duroy avait reposé son chapeau sur une chaise. Il attendait, très attentif. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont s'emparer du Maroc. Allons donc. J'ai déjeuné avec la Roche, qui m'a presque dicté les intentions du cabinet. Non, mon chéri, ils t'ont joué parce qu'ils ont peur que tu connaisses leur combinaison. Assieds-toi, dit Georges. Et il s'assit lui-même sur un fauteuil. Alors, elle attira par terre un petit tabouret et s'accroupit dessus. Entre les jambes du jeune homme, elle reprit d'une voix câline. Comme je pense toujours à toi, je fais attention maintenant à tout ce qu'on chuchote autour de moi. Et elle se mit doucement à lui expliquer comment elle avait deviné depuis quelque temps qu'on préparait quelque chose à son insu, qu'on se servait de lui en redoutant son concours. Elle disait, tu sais, quand on aime, on devient rusé. Enfin, la veille, elle avait compris. C'était une grosse affaire, une très grosse affaire préparée dans l'ombre. Elle souriait maintenant, heureuse de son adresse. Elle s'exaltait, parlait en femme de financier, habituée à voir machiner les coups de bourse, les évolutions des valeurs, les accès de hausse et de baisse, ruinant en 2 heures de spéculation des milliers de petits bourgeois, de petits rentiers, qui ont placé leurs économies sur fonds garantis par des noms d'hommes honorés, respectés, hommes politiques ou hommes de banque. Elle répétait « Oh, c'est très fort ce qu'ils ont fait, très fort. C'est Walter qui a tout mené d'ailleurs. Et il s'y entend, vraiment, c'est de premier ordre. » Il s'impatientait de ses préparations. « Voyons, dis vite. » Et bien voilà. L'expédition de Tanger était décidée entre eux dès le jour où la Roche a pris les affaires étrangères. Et peu à peu, ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc qui était tombé à 64 ou 5 francs. Ils l'ont racheté très habilement par le moyen d'argent suspect véreux qui n'éveillerait aucune méfiance. Ils ont roulé même les Rothschild qui s'étonnaient de devoir toujours demander du Marocain. On leur a répondu en nommant les intermédiaires tous tarés, tous à la côte. Ça a tranquillisé la grande banque. Et puis maintenant, on va faire l'expédition. Et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette. Nos amis auront gagné 50 ou 60 millions. Tu comprends l'affaire. Tu comprends aussi comme on a peur de tout le monde, peur de la moindre indiscrétion. Elle avait appuyé sa tête sur le gilet du jeune homme, les bras posés sur ses jambes. Elle serrait, se collait à lui. Sentait bien qu'elle l'intéressait à présent, prête à tout faire, à tout commettre pour une caresse, pour un sourire. Il demanda « Tu es bien sûre ?» Elle répondit avec confiance « Oh, je crois bien. » Il déclara « C'est très fort en effet. Quant à ce salaud de la Roche, en voilà un que je repincerai. Oh le gredin, qu'il prenne garde à lui. Qu'il prenne garde à lui. Sa carcasse de ministre me restera entre les doigts. » Et puis il se mit à réfléchir et il murmura « Il faudrait pourtant profiter de ça. Tu peux encore racheter l'emprunt, dit-elle. Il n'est qu'à 72 francs. » Il reprit « Oui, mais je n'ai pas d'argent disponible. » Elle leva les yeux vers lui, des yeux pleins de supplication. « J'y ai pensé, mon chat, et si tu étais bien gentil, si tu m'aimais un peu, tu me laisserais t'emprunter. » Il répondit brusquement, presque durement. « Quant à ça, non, par exemple. » Elle murmura d'une voix implorante. « Écoute, il y a une chose que tu peux faire sans emprunter de l'argent. Je voulais en acheter pour 10 000 francs de cet emprunt, moi, pour me créer une petite cassette. Eh bien, je t'en prendrai pour 20 000. Tu te mets de moitié. Tu comprends bien que je ne pouvais pas rembourser ça à Walter. Il n'y a donc rien à payer pour le moment. Si ça réussit, tu gagnes 70 000 francs. Si ça ne réussit pas, tu me devras 10 000 francs que tu me paieras contre ton gré. » Il dit encore « Non, je n'aime guère ces combinaisons-là. »
défendit point d'abord, puis, comme elle s'enhardissait, l'étreignant et le dévorant de caresses. Il songea que l'autre allait venir tout à l'heure, et que s'il faiblissait, il perdrait du temps et laisserait au bras de la vieille une ardeur qu'il valait mieux garder pour la jeune. Alors il la repoussa doucement. « Voyons, sois sage, dit-il. » Elle le regarda avec des yeux désolés. « Oh, Georges, je ne peux même plus t'embrasser. » Il répondit. « Non, pas aujourd'hui, j'ai un peu de migraine, et cela me fait mal. » Alors elle se rassit docile entre ses jambes. Elle demanda. « Veux-tu venir dîner demain à la maison? Quel plaisir tu me ferais. » Il hésita, puis n'osa point refuser. « Mais oui, certainement. Merci, mon chéri. » Elle frottait lentement sa joue sur la poitrine du jeune homme, d'un mouvement câlin et régulier, et un de ses longs cheveux noirs se prit dans le gilet. Elle s'en aperçut, et une idée folle lui traversa l'esprit. Une de ces idées superstitieuses qui font souvent toute la raison des femmes. Elle se mit à enrouler tout doucement ce cheveu autour d'un bouton, puis elle en attacha un autre au bouton suivant, un autre encore à celui au-dessus. À chaque bouton, elle en nouait un. Il allait les arracher tout à l'heure en se levant. Il lui ferait mal. Quel bonheur! Et il emporterait quelque chose d'elle sans le savoir. Il emporterait une petite mèche de sa chevelure, dont il n'avait jamais rien demandé. C'était un lien par lequel elle l'attachait, un lien secret, invisible, un talisman qu'elle laissait sur lui. Sans le vouloir, il penserait à elle, il rêverait d'elle, il aimerait un peu plus le lendemain. Il dit tout à coup, « Il va falloir que je te quitte parce qu'on m'attend à la chambre pour la fin de la séance. Je ne puis manquer aujourd'hui. » Oh, déjà, puis résigné. « Va mon chéri, mais tu reviendras dîner demain. » Et brusquement, elle s'écarta. Ce furent sur sa tête une douleur courte et vive, comme on lui eût piqué la peau avec des aiguilles. Son cœur battait, elle était contente d'avoir souffert un peu pour lui. « Adieu, dit-elle. Il la prit dans ses bras avec un sourire compatissant, et lui baisa les yeux froidement.